Bienvenue sur Montréal Boulevard, le podcast dans lequel je donne la parole à ceux qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain à travers des initiatives positives. Aujourd'hui, je vous présente le 6e et dernier épisode de la série Face à la crise, les entrepreneurs à contre-courant. Cette série est créée en collaboration avec La Piscine, un organisme à but non lucratif qui accompagne et accélère les entreprises dans les domaines de la culture et de la créativité à Montréal et au Québec. Au cours de cette série, plusieurs entrepreneurs dans les secteurs de la culture et de la créativité nous racontent comment ils se réinventent face à la crise que crée la Covid-19. Dans cet épisode, qui nous permet de suivre les entrepreneurs interviewés au cours des 5 épisodes précédents, nous allons entendre Stéphane Laurin, directeur du développement des affaires chez TKNL, Gonzalo Soldi, directeur de création chez Up Studio, et Frédéric Ouattaré, directeur général chez Mazam. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter les 5 premiers épisodes de la série qui vous permettront de mieux comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute! Stéphane Laurin de TKNL. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment ça va depuis la dernière fois? Je pense que ça doit faire 3-4 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Effectivement, écoute, je serais porté à dire que ça va très bien. Évidemment, on est toujours dans le même mood que la dernière fois qu'on s'est parlé, donc on est en train de se réinventer, on travaille très très fort. Les journées se suivent, ils ne se ressemblent pas. Fait que ça n'a pas changé de ce côté-là. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, mais je te dirais qu'on est dans une dynamique vraiment d'innovation, puis de se réinventer, mais aussi de partenariat. Tu sais, cette situation-là nous a permis de tisser des liens avec plein d'entreprises, d'entrepreneurs et de partenaires qu'on connaissait pas du tout. Donc, il y a quand même des belles opportunités qui sont dégagées de la situation actuelle. Vous, votre problématique, c'était notamment de maintenir l'esprit de TKNL malgré le confinement, et je me souviens que vous aviez mis en place des initiatives à l'interne comme TKNL Move It avec un entraîneur, Mhm. enfin des personnes qui faisaient l'entraînement. Vous avez également mis en place la plateforme Tous des artistes, il me semble, Oui, pour effectivement. Ouais. déployer les talents créatifs des employés. Oui. Ben, c'est ça qu'il y a des différentes initiatives aussi qui ont pris forme depuis. Il y en a une nouvelle qui est bon au niveau de la, de la cuisine. Donc, on a des membres de l'équipe qui sont des bons cuisiniers qui partagent, qui se plaisent à partager des trucs de cuisine et des recettes, des choses comme ça. Fait qu'évidemment, c'est pas chose simple de maintenir cette espèce de dynamique-là bien en vie. Il y a rien de parfait, mais je pense que en fait, ça fait un bon bout. En tout cas, ça remplit un besoin pour plusieurs individus. D'autres sont moins présents sur la plateforme, puis c'est tout à fait correct aussi, là. La dernière fois, on disait que l'univers des événements virtuels, il y avait beaucoup de demandes. Effectivement. On voit que ça se multiplie, qu'il y a plein de gens qui se mettent à créer du contenu, et cetera. Et vous, où ça en est, de ce point de vue-là? Comme tout le reste, vitesse grand V, nous avons, bon, évidemment, comme tu sais, créé TKNS Studio. Puis, entre-temps, ben, on a aussi développé différents axes. Puis là, ben, c'est certain qu'il y a différents petits projets dont je préférerais rester flou, si on veut, pas trop en donner de détails, parce qu'il y a certains axes de produits ou de services qu'on travaille très, très fort pour se différencier. Fait que je tiens pas pour tout de suite à expliquer cette différence-là de façon très précise, mais à tout le moins, donc, notre mandat, c'est toujours évidemment de pousser les événements virtuels à un autre niveau. On pense fermement que le mode webinaire tel qu'on connaît aujourd'hui ou la majorité des événements virtuels tels qu'on les connaît aujourd'hui suffiront pas pour l'avenir, là, sur la durée. Euh, L'espèce d'image qu'on a toujours, puis tu m'arrêteras si je me répète, là, mais je t'en ai déjà parlé, mais tu sais, on passe plusieurs heures par jour devant Zoom et compagnie, là, que ce soit les Zoom, les Teams de ce monde. Ça finit par prendre beaucoup d'énergie mentale et physique là, d'être connecté à longueur de journée dans ces outils-là. Ça remplace définitivement pas les relations humaines. Quand on arrive au niveau des événements virtuels, on a la prétention, en fait, la quasi-certitude que les gens seront très peu satisfaits d'un webinaire traditionnel avec un présentateur en mortaise, un PowerPoint ou un keynote là, en présentation. Fait que notre défi ou notre dynamique à nous, c'est réellement d'amener ça ailleurs. Fait qu'il y a le Canva, l'espèce de support
Puis il y a le produit, il y a ce qu'on en fait. Puis ça, c'est deux choses complètement distinctes pour nous. Et présentement, on est beaucoup, beaucoup concentré sur comment amener le produit à un autre niveau. Donc ça, c'est effectivement, ça va à vitesse grand V. On a beaucoup de demandes. J'ai une équipe qui s'affaire à travailler avec nos clients pour reformater leurs événements aussi, parce que la majorité de ces gens-là, c'est pas des gens qui veulent nécessairement concevoir un événement virtuel. C'est des gens qui avaient un événement présentiel qui roulait depuis quelques années, puis qui doivent soudainement le réinventer en virtuel. C'est pas du tout la même dynamique. C'est complètement autre chose. Fait que je pense que notre gros axe de travail présentement, la grosse force et la valeur ajoutée réellement, c'est au niveau je veux dire, l'accompagnement, le facteur consultatif pour dire, parfait, vous aviez un événement de tel type qui avait une durée X et un certain mode de fonctionnement, mais dans l'univers virtuel, pour garder l'engagement des auditeurs, des participants, on vous propose plus d'y aller de telle façon. Donc, on le reformate carrément. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui a une énorme demande, un très grand besoin, parce que plusieurs personnes cherchent actuellement des plateformes. Cependant, sont quand même, peut-être certains d'entre eux sont pas encore conscients à quel point une plateforme, c'est beau, mais ça fera pas le travail on n'atteindra pas les mêmes objectifs de la même façon dans l'univers virtuel. Il va falloir se réinventer un petit peu. Oui, c'est ça, c'est pas juste se filmer ou filmer des ch enfin, faut vraiment mettre en scène d'une autre manière, en fait. C'est un vrai travail, Non, de mais mise en scène. effectivement, c'est qu'avant, c'est qu'auparavant, dans l'univers virtuel, ce qu'on appelle les webcasts en bon français, ce que les gens ont majoritairement vu ou assisté dans le passé, c'était des événements live présentiels avec une foule, avec ce qu'on appelle un room feeling, donc une ambiance dans la salle qui était captée via une caméra puis rediffusée sur le web. Mais il y a une énorme différence entre ça, puis prendre un événement qui est 100% virtuel, où il n'y a pas de room feeling, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'interaction entre le public et un présentateur, il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas peut-être même de scénographie évoluée pour magnifier un peu la présentation. Donc à ce moment-là, on crée l'univers à 100% de la présentation. Puis ça demande quelques astuces, ça demande certaines habiletés, aussi une expérience pour le faire. Puis ce qui nous aide en la matière de notre côté, c'est effectivement le fait oui, on est une gang d'événementiels, présentiels, de façon très traditionnelle. Donc, on crée, on applique notre créativité à réaliser des événements présentiels. Par contre, notre équipe de TKNL Studio, c'est 100% une équipe de gens de télé. Donc, des gens qui ont toujours fait qui ont évolué dans l'univers télévisuel. Donc, ces gens-là ont un mindset, excuse-moi l'anglicisme, là, mais ils ont une mentalité de réalisateur télé. Donc, ces gens-là savent comment. Autrement dit, ils ont un bout de l'équation dans leur tête, puis l'équipe événementielle a l'autre bout de l'équation dans leur tête, puis quand on met ça en commun, ça fait un produit qui est tout à fait sensé, puis qui est engageant pour nos audiences. Là. Ouais, je comprends, oui, il y a aussi la problématique de la concurrence, mais j'imagine aussi le fait qu'il y ait plein d'événements virtuels qui se créent, sous toute forme et que du coup, il faut aussi, réussir à devenir, à se différencier aussi. Effectivement. Par contre, présentement, dans la dynamique dans laquelle on évolue, présentement, on n'essaie pas du tout d'aller dans. Il y a mille et une firmes qui offrent des webcasts, des webinaires, donc il y a beaucoup de gens qui offrent des solutions technologiques, des moyens de diffusion, des outils. Est-ce qu'il y a un chatbox? Est-ce qu'il y a des sondages? Est-ce qu'il y a... Donc, les gens parlent beaucoup de fonctionnalités. Et puis, à notre sens, les fonctionnalités, c'est sans doute l'aspect qui présentement est le moins, euh, si on veut, qui est pas au centre de nos réflexions. Les fonctionnalités, oui, sont nécessaires, mais c'est presque un fait acquis. Tu sais, je veux dire, en 2020, les plateformes se doivent d'être performantes et d'offrir des options d'interaction, des options d'interaction non seulement avec le contenu, mais d'interaction entre les participants. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose de basic. C'est le point de départ. Fait que nous autres, là, vraiment, l'argument, c'est vraiment le focus sur ce qu'on va en faire des outils, ce qu'on va mettre dans l'outil qui va faire la grosse différence. Donc, présentement, on dirait on est dans une talle de marché où on croise pas encore de grande concurrence pour le moment. On sait qu'il y a plein de gens
qui ont des focus similaires aux nôtres, mais on n'est pas présentement confronté à ça réellement. Gonzalo Soldi de Up Studio. Bonjour Gonzalo, comment ça va depuis la dernière fois? Ça va, écoute, ça va bien, c'est des hauts et des bas. Je sais pas quand la dernière fois qu'on s'est parlé, mais là, ça fait Il six y a semaines, 3-4 semaines, je pense, ouais. 3-4 semaines, donc c'était au milieu du confinement, si on tient en compte les 6 semaines qu'on a parcouru jusqu'à maintenant. Et c'est sûr que niveau entreprise, ça devient de plus en plus complexe. Et plus les temps avancent, plus il y a l'incertitude aussi. Donc, c'est des temps qui sont assez complexes parce qu'on fait face à des défis qui sont très motivants, sont très énergivores aussi. On fait face à une incertitude on n'avait jamais eue dans une entreprise. Parce qu'on a beau avoir des beaux projets, on ne sait pas quand est-ce que ces projets-là peuvent être présentés dans l'espace public ou dans des salles de spectacle. Donc, je dirais que c'est challengeant, c'est une période assez, heu, assez complexe. Mmh. Beaucoup de positifs, beaucoup de négatifs en même temps. Donc c'est très il y a beaucoup de con c'est un moment avec beaucoup de contrastes, je dirais. Oui, c'est sûr et puis, là, on vient d'apprendre que Montréal allait être, confinée jusqu'au 25 mai, si je me trompe pas, au lieu du 18 mai. Donc, c'est sûr que ça repousse encore l'échéance de toute forme, d'événements publics et tout ça. Oui, en fait, en effet, Montréal, ça va être encore confiné pendant quelques temps. Heureusement, on a eu la bonne nouvelle que la subvention salariale des 75 va continuer après le 6 juin, OK. ce qui aide beaucoup les entreprises créatives. Je dirais que les confinements en tant que tels n'ont pas une très grande incidence sur ce qu'on fait. J'ai l'impression qu'on travaille bien à distance, on crée bien, on crée des beaux projets, et même si les bureaux nous manquent, puis nos vies sociales aussi. Mais ce qui est plus complexe dans notre domaine particulièrement, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que les œuvres qu'on a créées ou qu'on va créer vont avoir lieu. On travaille beaucoup dans l'espace public, dans les salles de spectacle et dans les événements, congrès, foires. Donc, c'est les cibles principales de, du distan distanci de la distanciation, physique. Mmh. Exactement, ouais. Oui, c'est ça, c'est que c'est compliqué à mettre en place parce que même si, on va bientôt être autorisé à de nouveau ressortir dehors, on n'aura sûrement pas la possibilité d'assister à des événements comme on a pu le faire, avant. Exactement, et souvent dans le milieu, les milieux culturels se posent beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'initiatives pour dire les théâtres devraient être, sur le web, devraient, prendre l'initiative de trouver des solutions pour continuer à être actifs. Je trouve que c'est c'est des bons réflexes pour continuer à être actif et à être présent dans le milieu. Mais, la nuance, c'est qu'il y a certains qui le voient comme une transition numérique. Il y en a d'autres qui le voient comme un patch, les temps que soit les vaccins soient trouvés ou on ait plus de données sur les virus. Mais une chose est certaine, le numérique remplacera jamais un vrai spectacle. On pourra jamais avoir ne serait-ce qu'un système de son et un système vidéo qui peut faire en sorte qu'on ressent la même vibration quand on voit un spectacle sur notre écran, que quand on est, en vrai. Et je pense que, des outils comme, Zoom, Jitsi, Hangout pourront jamais remplacer d'avoir un vrai souper avec des amis. Donc, j'ai l'impression il faut l'envisager comme une belle période pour créer des nouveaux outils. Et quand on sortira de cette crise et on pourra se rassembler, ces outils-là pourront servir à des besoins de marketing ou à des besoins de promotion ou de faire comprendre aux diffuseurs c'est quoi notre offre, c'est quoi notre spectacle. Mais
mais la peur que j'ai, c'est qu'on a l'impression que ça peut remplacer le vrai spectacle Ouais. qui, à mon avis, est complètement faux. Oui, non, je suis tout à fait d'accord parce que quand on va dans un spectacle, ce qu'on cherche, c'est l'ambiance, c'est sortir de chez soi justement, donc là, ce serait compliqué à recréer cette ambiance-là, quoi. Ouais. Ouais, j'ai Mais l'impression que cette crise ça nous fait poser des bonnes questions. On se rend compte aussi de ce qui nous manque, j'ai l'impression qu'on change notre façon de travailler, on change notre façon d'interagir, de socialiser, et on se rend compte qu'on est des bibites assez sociales finalement. Ça nous manque, ouais, psychologiquement, ça nous manque de voir des gens. On voit une personne dans la rue, puis on est content, on veut lui dire bonjour, même s'il y en a qui veulent garder une certaine distance, on, on- on a besoin de ces contacts-là. Et c'est ce ouais, qu'on non, fait dans les arts de la scène, c'est ce qu'on fait dans, dans ce que Hub fait, ce qu'on propose. C'est des expériences, c'est des ressentis, c'est des ressentis forts, et sortir, faire voyager dans des univers, des contextes autres que celui de la vie de tous les jours. ouais. Et il y a une autre, question qui se pose, j'imagine aussi. J'ai vu, je sais plus quel, organisme a publié cette étude-là, mais comme quoi en ce moment, il y avait tellement de contenu, gratuit sur internet, que ce soit, du divertissement ou enfin, que ce soit des médias, des spectacles et cetera, que finalement, c'était difficile de monétiser un contenu et de monétiser, par exemple, un spectacle ou une performance. Ouais, ouais, Ça aussi, absolument. Je trouve qu'une des problématiques, c'est on n'a pas de comparable. Un spectacle peut diffuser sur internet, puis il y a beaucoup d'artistes qui le font de façon très généreuse. On fait des œuvres qu'on publie sur internet. Je trouve que c'est une belle façon de montrer qu'on a toujours envie de faire des shows, puis qu'on attend juste que les portes soient ouvertes pour pouvoir sortir et le faire. Mais, mais ça rajoute pas nécessairement de la valeur au spectacle. Et si on compare, par exemple, un billet de spectacle versus ce qu'on payerait pour voir une diffusion de spectacle, c'est impossible de rentrer dans ces modèles d'affaires-là, dans le modèle d'affaires des diffusions des films. Et, c'est des marchés qui fonctionnent d'une façon complètement diverse, parce que les films vont, vont s'adresser à un beaucoup plus grand public, tandis que les spectacles, c'est tellement cible qu'avant de pouvoir rentabiliser tes 6 comédiens, ton décor et ton, tout ton concept par des diffusions web, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc, et je pense que ça va nous ouvrir à des outils numériques qui peuvent nous aider à mieux diffuser puis à mieux démocratiser notre art. Mais, j'espère qu'on ne pense pas numériser notre art, parce que c'est un art qui est d'abord humain, physique. ouais, on pourrait pas recréer une expérience comme vous le faites ou comme d'autres le font. Non, j'ai un grand doute qu'on puisse. On se creuse beaucoup la tête depuis 6 semaines pour voir comment qu'on peut le faire. Et la conclusion à laquelle on arrive tout le temps, c'est que on peut amoindrir le mal de ne pas avoir des spectacles, de ne pas avoir ou avoir une vie sociale qui est réduite en ce moment, mais, jamais on pourra devenir des gens qui ont une vie 100% web et qu'on ne se voit pas en public, parce que c'est la nature même de l'être humain. Du coup, là, vous avez toujours des événements qui sont, prévus quand même pour les mois, on va dire, après, l'automne et cetera? Ou comment ça se passe? Il, il y en a de moins en moins, je dirais. Et peut-être que la dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait à peu près 60% des projets d'annulés. Maintenant, on parle des 80 quelques, peut-être 90. Ah oui. Euh, je dirais pour tout ce qui est culturel, c'est complètement annulé. Donc, c'est, en fait, puis ce qui est complexe, c'est pas tant le fait que ça soit annulé, parce qu'on a quand même une certaine marge de manœuvre, puis on fait preuve de créativité aussi dans notre modèle d'affaires, puis dans les revenus qu'on peut aller chercher. Mais c'est plus quand est-ce que ça va repartir.
parce que c'est facile de faire un plan d'affaires et de se dire, OK, j'ai investi pendant 2 ans, puis dans 2 ans, je vais pouvoir vendre mon produit, si on veut, ou je vais pouvoir diffuser mon œuvre. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est 6 mois, si c'est 12 mois, si c'est 18 mois, et ça a une grosse incidence sur ne serait-ce que sur le cash flow, sur combien de sous qui restent dans le compte pour faire rouler la compagnie. Donc, je pense qu'on fait on fait face à des grands défis d'entrepreneur. Personnellement, je trouve ça très, très challengeant, très motivant, même si c'est complexe et ça, c'est des défis auxquels on pensait pas faire face aussi rapidement. Moi, j'ai une vie d'entrepreneur de 5 ans. Avant ça, j'étais à mon compte pendant 5 ans. Donc, disons que ça fait 10 ans que je cherche des contrats, puis je travaille parfois comme employé, parfois comme entrepreneur. Mais c'est 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 un défi d'incertitude, puis aussi j'ai l'impression que c'est un bon moment aussi pour essayer de trouver des réponses autres que celles de l'économie. J'ai l'impression en tant que compagnie, on pense beaucoup OK, oui, c'est un problème de cash flow, mais autre les cash flow, comment qu'on fait pour faire face aux problèmes psychologiques que ça amène, aux problèmes de créativité que ça amène? Comment qu'on fait pour faire face à une équipe qui, heu, qui qu'à tous les matins, on se rend compte et c'est pas nécessairement facile de dire: «OK, aujourd'hui, je vais être créatif, ça va être une bonne journée». En le les coups les plus difficiles sont sur la motivation, les psychologiques, et j'ai l'impression qu'en tant que société, on protège beaucoup notre économie, on protège beaucoup notre système, et une des choses que je déplore de la façon dont la crise est amenée, c'est qu'on oublie le vrai besoin qui est s'occuper de l'être humain, protéger l'être humain et protéger le cerveau, la psychologie et je pense qu'il y a beaucoup d'empathie autour de nous mais pour moi, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier que la distanciation physique, c'est pas nécessairement la distanciation sociale, c'est pas du tout la même chose. Puis, et la distanciation sociale, c'est la dernière chose qu'on a besoin en ce moment. Au, Mmh. au contraire, on a besoin d'être plus près les uns des autres, plus que jamais. Et même s'il y a une distanciation qui est physique, et on parle aussi beaucoup de relance, autant des compagnies que des systèmes, et on parle beaucoup d'une relance économique, et j'ai l'impression que de plus en plus, on devrait parler d'une relance sociale, Oui, c'est parce ça, que parce qu'on pense qu'à l'argent, en fait, à l'économie qui tourne. qui en tant que j'ai l'impression, moi, je fais le parallèle, souvent, dans les débuts de la compagnie, comment je pensais la compagnie, c'est comme une micro-société où tu es incorporé. Donc, tu fais tes propres règles pour ta petite société. Au début, on était 4, après ça, on était 8, là, on est 11, et on s'est dit, OK, comment qu'on fait pour que les règles de notre société fonctionnent? Et je compare souvent les décisions qu'on fait. Qu'est-ce que je ferais si ma société, c'était Montréal, ou c'était le Québec, ou c'était le Canada? Et souvent, tu te rends compte que les choix politiques à faire sont ultra complexes, parce qu'il y a une réalité qui est la réalité financière. Mais, mais si on voit la réalité financière non comme une problématique, mais comme une conséquence des suites des bonnes actions, c'est ça devient de plus en plus clair que l'axe sur lequel on devrait travailler, c'est l'axe social, l'axe humain, et non l'axe économique. Et l'économique va venir si notre équipe est motivée, si notre équipe travaille bien, si notre équipe a une conscience claire de nos objectifs. Donc, il y a une question de transparence aussi qui est très important au niveau de l'entreprise. Mais je trouve ça très intéressant de faire ces parallèles et de voir comment les politiciens réagissent, et comment les politiques d'une entreprise peuvent se ressembler en quelque sorte aux politiques d'un gouvernement. Frédéric Ouattaré de chez Mazam. Bonjour Frédéric. Tout d'abord, comment ça va depuis la dernière fois? Bah écoute, ça va quand même bien.
C'est sûr que ça être long. Puis même j'étais vraiment sur un état d'esprit, de toute façon c'est comme ça, puis il vaut mieux voir le côté positif. Mais je t'avoue qu'il y a quand même des hauts et des bas. Heu, Tout n'est pas rose, il y a des journées qui sont quand même assez tristes, parce que moi je fais le confinement seul, ma famille est en Europe. Puis quand on dit que la solitude tue, bah, maintenant je vais pas dire je peux comprendre pourquoi là, mais je je comprends un petit peu. Oui, on comprend que des personnes qui sont vraiment isolées, mais tout le temps quoi, pas juste en confinement, comme des personnes âgées, ça peut être vraiment difficile pour elles aussi. Exact, je me dis que ça doit être vraiment terrible. Donc moi j'appelle encore plus mes grands-parents, déjà je le faisais beaucoup là, mais là c'est je les appelle vraiment beaucoup, justement parce que j'ai vécu cette solitude-là, je te dis. Mais dans l'ensemble, ça va quand même assez bien. C'est sûr que j'ai coupé deux trois choses, j'ai coupé les réseaux sociaux, parce que ça devient anxiogène ou des choses comme ça, justement pour éviter de se rajouter du stress, mais dans l'ensemble, ça va bien. Et en ce qui concerne, Mazam, je me souviens que la dernière fois, ça s'était quand même bien, ça avait bien évolué. Vous aviez des partenariats qui se mettaient en place, notamment avec, le ministère, de l'Éducation du Québec, le Nouveau-Brunswick. Vous étiez en discussion avec la Colombie-Britannique et certains États américains, il me Oui. semble. Où ça en est, de tout ça? Et bah, tout ça, ça avance très, très bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler avec nous. Donc notre stratégie de gratuité et de solidarité, heu, a vraiment très, très bien marché. Ça, on est super contents, toute l'équipe. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des développements à faire pour rejoindre ces partenariats-là. Donc on avance certains développements. On est reparti vraiment dans la production. Il reste cependant un petit flou et on travaille dessus actuellement. C'est comment va être l'éducation. Ben, on sait que l'éducation à distance va vraiment s'accélérer. Mais moi, ma ZAM, ça s'adresse surtout aux 4 à 6 ans, puis aux préscolaires. Puis là, comment va se passer l'éducation à distance au préscolaire? C'est ben, à date, on ne sait pas encore exactement. Donc je te dirais que ces dernières semaines, c'était beaucoup de discussions avec des enseignants du présco, ben, les chercheurs qui travaillent sur la méthode pédagogique derrière Mazam. Aussi, c'est marrant, mais avec nos futurs partenaires, où ben, finalement, on a des grandes réflexions tous ensemble pour essayer de se donner des idées de comment ça va se passer. Donc je dirais on travaille vraiment beaucoup là-dessus en ce moment pour essayer de trouver quel va être le besoin bah, à la rentrée scolaire de septembre, puis le gros besoin des prochains mois, voire des prochaines années. Parce que là, si je me trompe pas, les enfants, bon pas à Montréal, mais les enfants du reste du Québec, ils sont rentrés à l'école aujourd'hui, non? Oui, mais tu sais, c'est vraiment les familles décident s'ils veulent envoyer leurs enfants ou Oui, pas. c'est ça, ouais. Donc il va y avoir tout ce qui est distanciation sociale, mais j'ai du mal à percevoir, puis j'ai pas d'enfant, c'est peut-être pour ça, Mmh. comment va se passer la distanciation sociale. Ouais, Comment avec des on va enfants. imposer ces règles à des enfants de, admettons, moins de 12 ans? Ouais. Donc ça me paraît vraiment difficile. Donc, ce retour à l'école, tu sais, je doute beaucoup du bon fonctionnement. Après, je fais confiance à nos élus, mais moi, ça me paraît pas clair encore. Ouais, c'est difficile parce que encore le dire à des adultes dans un bureau, bon voilà, mais des enfants, c'est quand même compliqué. Tout à fait, tout à fait. Déjà, quand je vois que les adultes, bah, dont moi, des fois, ont du mal à le respecter, qu'est-ce que ça va être avec des enfants? Oui, parce qu'on oublie facilement, il suffit que des fois on soit dans le magasin et tout d'un coup on passe à côté de quelqu'un, on oublie qu'il faut, se tenir à distance, Beh, on est tellement pas on n'a habitué. on n'a pas ce réflexe de, mais c'est un peu un réflexe de peur finalement. Mmh, On l'a pas encore, on y pense, mais des fois ça arrive très bien qu'on va toucher la main de quelqu'un sans faire exprès, puis mmh. c'est vraiment contre les règles du confinement en tant que tel. Oui, c'est ça. Parce que vous, vous aviez aussi le projet de l'académie Mazam, qu'avec intervenir dans le fait d'intervenir dans les écoles que vous alliez mettre en place juste avant le confinement, enfin pendant en mars, il me semble, c'est ça? Exact, c'est ça que j'ai oublié de te préciser, c'est que la grande réflexion se fait actuellement sur l'académie Mazar. Oui, c'est ça, parce que pour L'application, intervenir. c'est qu'elle marche, puis, tu sais, elle plaît vraiment aux familles, mais avec quand même cette volonté de rejoindre, vraiment le milieu scolaire. Puis, nous, nos activités se font en classe avec les enfants, donc on essaye de réfléchir à une
toujours conserver cette activité en classe, mais aussi transformer nos contenus en contenu plus vidéo pour pouvoir être visionné à la maison en tant que tel. Donc on travaille fort sur cette réflexion de comment va être le travail à distance au préscolaire. On avance toujours sur l'Académie Mazam. Stéphane Laurin de TKNL. La dernière fois, on avait aussi parlé du fait que donc il y a eu l'aide du gouvernement, qui est à 75 qui vous a permis de rembaucher une partie de l'équipe, c'est ça? Qui avait été mis en chômage, Mhm, technique? mhm. Vous parliez aussi de l'importance de protéger les talents, de garder ses employés. Comment ça se passe, le travail en ce moment? Est-ce que vous avez réussi à retrouver une dynamique, d'équipe globale ou? Effectivement, ben, dynamique d'équipe, il y a beaucoup plus de gens impliqués qu'il n'y en avait il y a 4 semaines, c'est évident. Les gens, il y a une différence, il y a une partie d'équipe tout le monde est revenu sur le payroll, mais évidemment, il y a des gens qui sont plus impliqués que d'autres, ce qui est très, très difficile quand on est en train de réinventer un modèle d'affaires. C'est que les généralistes peuvent trouver leur compte plus facilement et s'adapter plus facilement dans les premières phases de développement d'un projet, alors que les spécialistes, ben, c'est moins dans leur nature. Eux, faut leur confier une mission précise. Puis au début, tout est flou. Tout est en mode, OK, on creuse, puis on découvre au fur et à mesure, puis on s'adapte. Donc, c'est impossible. Puis présentement, c'est notre plus grand défi d'essayer de mobiliser tout le monde ou à leur pleine capacité. Puis présentement, je te cacherai pas qu'en tant que gestionnaire, c'est sans doute mon plus gros défi, celui de mes collègues gestionnaires, c'est d'arriver à optimiser un peu tout le monde, ce qui est impossible pour le moment. Dès que les projets deviennent plus concrets, tangibles, formatés, à ce moment-là, c'est possible de former des gens puis d'élargir l'équipe très rapidement. Donc, c'est ce point-là qui, si on veut, névralgique à atteindre dans un projet où les choses deviennent suffisamment claires, où on peut multiplier les efforts. Puis évidemment, à partir du moment où on atteint ce point-là, ben, les projets avancent beaucoup plus vite à cette étape-là parce qu'on est plus à mettre la main à la pâte. Ouais. Et justement, là, on approche de la fin du confinement. Bon, malgré le fait que ça a été encore repoussé à Montréal au 25 mai. Donc on imagine que d'ici les prochaines semaines, peut-être mois, je ne sais pas encore, on retournera au bureau. Comment vous voyez le retour au travail et au bureau, précisément? Ben, deux choses l'une. La première, c'est que je t'ai déjà mentionné que technologiquement, TKNL était déjà très adapté au télétravail. Mmh. On est déjà web-based sur la majorité de nos applications, de nos outils de collaboration. En plus, comme pour plusieurs entreprises, cette crise-là a accéléré notre adaptation au télétravail, donc nous a obligés à s'adapter à ce mode de travail-là de façon permanente. Donc, pour moi, il n'y a pas d'urgence du retour au travail physique dans les lieux. Puis je pense que de façon permanente, ça va modifier un petit peu notre façon de travailler. Je pense que il y avait déjà, malgré le fait qu'on avait déjà beaucoup d'ouverture au télétravail, je pense qu'il y a déjà certaines personnes qui étaient au bureau à tous les jours parce que c'était une habitude, qui maintenant ont compris qu'ils peuvent être aussi efficaces, sinon parfois même plus efficaces pour certaines tâches quand ils sont à la maison, qui peuvent se concentrer. Puis dans certaines, comme si je prends mon exemple, moi j'ai fortement l'intention de travailler de chez moi pour certaines fonctions de réflexion, de planification, où j'ai besoin de me concentrer, mais par contre d'être beaucoup plus présent et attentif aux équipes quand je vais être au bureau. Donc, vraiment, les planifier, ces présences au bureau-là, puis les structurer d'une façon à être encore plus à l'écoute, puis encore plus en interaction avec mon équipe. Fait que ça, je pense que j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu de ça dans notre retour au bureau. Je vois pas ça comme une journée le 25 mai, tout le monde est au bureau le lundi matin, puis la vie continue. Pour le moment, je pense que on a déjà adapté. On a un comité de santé sécurité COVID, si on peut le nommer ainsi, qui s'est déjà attardé à définir des procédures au bureau, au studio, sur les chantiers, comment on va se travailler, ça va être quoi les procédures. On a des formulaires qu'on fait signer à tous les employés pour s'assurer que tout le monde
comprennent les règles, les directives, les politiques de l'entreprise face au côté sanitaire des choses. Donc, comment on doit se comporter, comment on doit s'adapter. Évidemment, dans ce comité-là, il y a d'autres gens dont le travail est beaucoup plus d'adapter les lieux, donc d'acheter les bons produits pour permettre aux équipes des produits désinfectants, etc., etc., les masques. Donc, ça aussi, ça va être quand même une portion d'adaptation pour l'équipe de s'habituer à ces nouvelles règles-là puis ces procédures-là. Donc, mais je vois très, très bien une espèce d'alternance. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'être au bureau et ça rend votre travail plus efficace, allez-y. Si vous êtes dans une journée où ce que vous avez à faire est plus efficace de la maison, bon, on vous encourage à rester chez vous. Gonzalo Soldi de Hub Studio. Je pense que ce qui manque en ce moment beaucoup, c'est la prise en compte de l'humain, même dans les entreprises, même dans le travail. Souvent, on pense d'abord aux projets qui nous restent et qu'on a envie de finaliser parce que c'est Mmh. les derniers projets qui sont pas annulés, et cetera. On pense au fait qu'il faille avancer, et cetera, mais on pense pas forcément à comment les gens sont chez eux, comment ils se sentent, est-ce qu'ils sont capables de bien travailler? Est-ce qu'ils sont dans de bonnes conditions? Mmh. Ouais, Donc, parce qu'il est vrai qu'on fait face à des grands défis, c'est montagnes psychologiques à surpasser. Il y a des gens qui ont des jeunes enfants, et doivent prendre soin d'eux, ils doivent être avec eux 24 heures sur 24 et c'est super complexe de travailler. D'un autre côté, il y a des gens qui sont tout seuls chez eux, qui ont pas de coloc, pas de copains, pas de copines et c'est un autre défi complètement d'essayer de trouver une vie sociale à l'intérieur de ça. Il y en a d'autres qui sont en couple et ils se rendent compte que finalement ça va pas très bien. Leur couple va pas très bien. Il y en a d'autres qui se rendent compte que leur couple va très bien et donc je pense que ça nous ouvre à toutes sortes des réalités et c'est dur de composer avec ces réalités-là parce qu'on on n'est pas toujours aussi transparent qu'on le voudrait derrière une caméra et par exemple, nous, c'est une des choses qu'on essaie de faire, c'est toujours d'avoir, des rencontres personnelles ou des appels ou essayer d'avoir des petits moments avec chacune des personnes pour s'assurer que psychologiquement les gens vont bien parce que c'est super dur de le voir, sur un appel on se fait à chaque matin, on se fait un appel pour initier la journée et c'est très difficile de bien saisir ce qu'il y a derrière l'écran pour chacune des personnes. oui, parce qu'on peut très bien faire, comme si tout allait bien et puis finalement, peut-être que depuis quelques jours ça va pas ou qu'on se rend Mmh. compte qu'on a du mal à supporter l'isolement. Ouais, je pense que ça fait partie de notre, de la façon de réagir entre êtres humains. Ça fait partie, tu sais, de la carapace sociale qu'on doit avoir. C'est normalement, la première chose qu'on se dit en français, c'est: «Bonjour, ça va?» «Oui, ça va». Puis parfois ça va pas, mais tu dis: «Ça va» quand même parce Oui. que, tu veux pas re arriver avec toutes tes valises et tes problèmes quand tu es dans une 5 à 7, relax et j'ai l'impression qu'on devrait. On devrait peut-être plus, mais mais on n'a pas nécessairement le contrôle sur ce que les gens font, mais au moins au sein d'une compagnie, on peut avoir des rapports un peu plus personnels avec les gens, essayer de mieux comprendre par quoi ils passent. Ouais et puis souvent, disons que dans le monde d'avant, on allait au travail, c'était un monde, puis on revenait chez nous, c'était un autre monde, donc il y avait des véritables barrières. Là, en fait, ce qui se passe dans notre appartement, ce qui se passe chez nous, ben, en fait, ça se reflète sur le travail puisque c'est le même endroit, c'est le même espace, on change pas d'espace, donc finalement, il y a moins de barrières, en fait. Même si on a tendance à pas vouloir mélanger les 2, ben, on le fait quand même, donc Ouais. Ouais, exactement, j'ai l'impression que les c'est peut-être une vieille façon de voir une entreprise, ou l'entrepreneuriat. Tu es quelqu'un chez vous et tu es quelqu'un d'autre, au bureau et au bureau, tu oublies les problèmes personnels et à la maison, tu oublies les problèmes du travail et pour l'avoir vécu, je pense que c'est une façon de vivre qui est déchirante parce qu'on est un être humain, on n'en est pas 2 et donc j'ai l'impression que c'est un beau moment pour essayer de rentrer dans la vie des employés de façon de façon, de évidemment garder une certaine distance et bien comprendre et y aller de façon, non,
comment on dit, introspective. Introspective, ouais. Euh, non, je cherche un autre mot. Je le dirai si je le trouve. Mais d'y aller comme si on parlait à un bon ami. Puis j'ai l'impression que c'est important de garder, de tenir, de, de bien prendre en compte les employés, les gens avec qui Mmh. on travaille. Ouais, c'est sûr, je suis bien d'accord. Quand et comment tu vois le retour au bureau? Qu'est-ce qui va changer selon toi? Euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. On a reçu un document de la CNESST qui dit à peu près ça serait quoi les recommandations ou les nouvelles règles pour qu'on commence à se préparer. J'ai l'impression, je l'espère que ça applique beaucoup aux grosses compagnies ou aux ceux qui sont dans un format plus industriel, parce que pour nous, c'est carrément pas applicable de mettre, on est les compagnies de notre type, on est beaucoup dans des espaces ouverts, et donc mettre des plexiglas partout, des cloisonner tout ce qu'on a essayé d'ouvrir, c'est pas nécessairement bénéfique pour notre fluidité, notre façon de travailler. Mmh. J'ai l'impression que ça va prendre du temps aussi. Même si les déconfinements commencent en 2 ou 3 semaines, on n'est pas les compagnies prioritaires qui devraient retourner dans leur espace de travail. Mais en même temps, on a appris à travailler autrement et j'ai l'impression qu'on apprécie autrement le télétravail. Nous, avant le COVID-19, on commençait déjà, il y avait certains employés qui voulaient travailler chez eux une journée par semaine ou 2 journées par semaine ou avoir juste la flexibilité de si un matin ils descendent de travailler chez eux. Et on avait commencé à avoir cette ouverture-là. Et se dire, si jamais tu n'as pas de meeting, il n'y a pas de problème, tu peux le faire de chez vous. Mais on n'avait pas nécessairement le réflexe de faire des rencontres à distance avec des employés, avec des clients qui sont à l'étranger, évidemment, oui, mais avec des employés, jamais on a fait un meeting étant eux chez eux, sauf peut-être 1 ou 2 fois où des gens étaient malades. Mais c'était pas une habitude. Et j'ai l'impression que c'est un genre c'est les types de choses qui vont changer parce que de plus en plus les gens apprécient les bénéfices d'avoir leur espace de travail chez soi et aussi les contraintes. Donc, j'ai l'impression que nos espaces de travail vont devenir des lieux de rencontre, des lieux de brainstorm, des lieux de partage. Et pour tout ce qui est bureau, pour tout ce qui est faire des budgets, des échéanciers, pour tout ce qui est paperasse, ça se fait beaucoup mieux quand tu es isolé, quand tu as ton espace. Donc, j'ai l'impression dans les prochains mois, on va faire face à un rééquilibre des présences sur place et notre présence à la maison parce qu'on a adapté un mode de vie qui finalement est plus intéressant qu'on le pensait. Et pour certaines choses, on est plus productif. Oui. Pour tout ce qui est créatif, c'est un peu plus complexe. Et je dirais, moi personnellement, on a eu des expériences de brainstorm à distance et c'est pas toujours très, très concret. On dirait qu'on a besoin du, du, du- du retour physique de la personne, de voir comment elle réagit, de voir comment toutes les gens autour de la table réagissent pour bien créer. Mais pour tout ce qui est plus fonctionnel, je dirais, pour tout ce qui est discussion plus, euh, ce qui est moins au niveau du ressenti, mais des idées, ça se fait quand même bien. Et il y a certains employés qui trouvent vraiment leur compte parce que normalement, c'est des gens un peu plus timides qui vont pas trop se prononcer. Et là, chacun prend la parole de façon un peu plus équitable. On ne fait pas face à des longs monologues d'une personne et finalement, il y en a trop qui disent pas un mot, mais j'ai l'impression que les temps des paroles sont un peu plus répartis quand on est à distance. Et je trouve ça intéressant comme de, de, d'utiliser ces habitudes, en fait, de sortir les positifs du confinement, parce qu'il y a beaucoup de positifs, et évidemment d'apprendre plus sur comment on veut travailler. J'ai l'impression qu'on va beaucoup changer notre façon de travailler par la Oui, suite. c'est sûr. On a pu s'adapter assez rapidement et finalement voir qu'il y avait d'autres méthodes de travail aussi. Ouais, exactement. Frédéric Ouattaré de chez Mazam.
Tu me parlais aussi d'une compagnie américaine avec laquelle vous deviez travailler normalement à partir du mois de septembre et finalement ça avait l'air de s'avancer, de s'avancer dans le temps? Oui, beh, là, ça fait partie justement des développements informatiques qu'on est en train Ah oui, OK. de faire. Donc, on développe une version HTML de Mazam pour rejoindre ce partenaire-là. Heu, donc on va sûrement avancer, mais là vraiment on est dans le rush développement. On va sûrement avancer ça à fin juin, mais ça va vraiment dépendre de notre capacité, on va dire, à livrer à temps. Parce Oui, qu'on c'est ça. on parle d'une avance de 3 mois, c'est Oui, c'est beaucoup. En même temps, c'est bon signe parce que ça veut dire que ça a soulevé quelque chose, mais c'est sûr que exactement. c'est des délais, qui changent. En fait, c'est bon signe, on réagit très très bien, mais c'est très important d'avoir la capacité de réagir aussi. Ouais, c'est sûr. Et puis j'imagine que vous êtes comme tu disais, vous êtes sur plusieurs fronts, pardon, en ce moment et c'est beaucoup de choses à gérer, tout ça, quoi. Exactement. C'est beaucoup de travail, mais à date, on s'en sort bien. Puis tout ce qui est télétravail, ben, je dirais qu'on a quand même, on s'était parlé que c'était des choses qui se mettaient en place, etc. Mais là, maintenant, on roule, hein. C'est au niveau professionnel, on sait exactement quoi faire. Puis on sait vraiment, bah, en tout cas, moi, je me suis vraiment habitué à ce cadre de télétravail-là. C'est sûr que je passerai pas ma vie en télétravail, mais moi qui n'aimais pas ça, je me trouve de nouveau efficace, voire plus efficace sur certains points parce que tu es pas dérangé en télétravail. Oui, en fait, une fois qu'on a pris ces marques, on arrive à être plus efficace. Exactement, c'est vraiment se réinstaurer cette routine, puis s'enlever tous les petites attractions extérieures qu'on pourrait avoir à la maison qu'on n'a pas au travail. Mais une fois qu'on a cette routine-là, puis cette motivation, puis, heu, qu'on se met ce cadre-là, finalement, enfin pour ma part, je vais pas parler pour la place des autres, mais finalement on est aussi efficace. Ouais, je suis d'accord. Et justement, tu parlais de l'importance, de créer une routine dont tu m'avais parlé, lors des précédents épisodes. Est-ce que tu arrives à la respecter toujours, Majoritairement oui. Oui, quand même, au niveau professionnel, je la respecte pas mal. Au niveau personnel, bah, ça dépend, ça dépend. Je me force une routine du sport, mais moi, je suis pas quelqu'un qui fait du sport à l'intérieur, donc il y a des fois où je le fais pas. Donc je te dirais que ça dépend des jours pour la routine. Ouais et puis, c'est sûr que le temps commence à être long. Au début, on est motivé à faire du sport presque tous les jours et cetera et puis au bout d'un moment, on Beh, commence exact, c'est parce qu'au début, on se disait: «Bah, OK, je ça va durer 4 semaines, je vais avoir ce rythme-là pendant 4 semaines, puis après je vais reprendre mes activités, normales». Heu, Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui fait de l'escalade, donc je peux pas faire de l'escalade à l'intérieur. oui. Mais c'est que là, on est rendu à ça fait combien de temps? 8 semaines, je pense? Ouais, ça va bientôt faire 2 mois, en fait. Cette semaine, ça va faire 2 mois. Ça, c'est fou de se dire que ça fait 2 mois qu'on est Ouais. enfermé à l'intérieur. Donc, tu vois, on a une petite vision de sortie, mais même à ça, les activités, quand vraiment elles vont reprendre, moi, ma salle de sport, on parle de 1er juillet potentiellement, quelles vont être les règles dans cette salle-là? Ça va être quoi? 20 personnes à l'intérieur? C'est toutes des choses qui vont être réfléchies et dont on n'a pas idée encore pour l'instant. Oui et puis il y a aussi le fait que certes, Montréal, bon, du coup, le déconfinement a été repoussé au 25 mai, donc ça nous fait encore, 2 semaines quasiment à tenir. Oui. Mais d'autre part, en fait, ça veut dire quoi déconfinement? Parce que est-ce qu'on va retourner au bureau? Est-ce que, il y a tout un tas de questions qui se posent, finalement. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses, à part le fait qu'il y ait quelques boutiques qui ouvrent et qu'on puisse y aller, mais en respectant la distanciation sociale et cetera? Ben, j'ai Finalement, l'impression que c'est pas pour trop. les compagnies, ben, comme la nôtre, on va dire non essentielles, qui peuvent faire du télétravail, j'ai l'impression qu'on devrait continuer à faire du télétravail et que ça va durer encore un bon 2 mois. Mais ça, on peut pas le savoir, là, ça, c'est Oui, parce qu'il y a des règles, assez strictes qui sont imposées, dans les bureaux pour respecter la distanciation sociale et cetera, mais qui ont l'air d'être quand même difficiles à mettre en place. beh, oui, c'est toute la différence entre la théorie et la pratique. C'est un peu ce qu'on disait par rapport aux enfants à l'école. En théorie, on met des règles de distanciation, mais en pratique, c'est vraiment tout à fait autre chose. Donc je pense qu'on va découvrir
vraiment des choses auxquelles on n'aurait pas pensé avec ce retour à la normale, et que ça peut potentiellement prendre plus de temps qu'on l'envisage, on va dire. Oui, c'est ça. Et justement, toi, comment tu vois le retour au bureau? Qu'est-ce qui va changer selon toi? Le retour au bureau, on y pense déjà, puis on commence à s'organiser là-dessus. Là, actuellement, c'est plus, ben, une personne va nous, on est un bureau de 10 personnes, donc on peut se permettre de dire, «Ah ben, moi, je viens le lundi, le mercredi», comme ça, on est vraiment loin de l'autre, puis les autres vont continuer à faire du télétravail. Donc je pense que c'est un peu ça qui va se faire au début. Il va y avoir une personne qui va venir au bureau, le jour d'après, ça va être une autre personne. Petit à petit, ça va être 2. On va vraiment, je pense qu'on va organiser nos calendriers pour pas être les 10 toujours, dans les premières semaines, les premiers mois. Puis quand on verra qu'il y a plus de risque en tant que tel, ben là, on reprendra un rythme normal. Mais je te dirais que au début, ça va être beaucoup, beaucoup de télétravail. Après, un peu d'hybridité, télétravail, travail tout court. Puis ça va tendre, je l'espère, de plus en plus vers le travail tout court. Mais Mmh. ce qui est intéressant, c'est que nous, on a découvert chez Mazam le télétravail, puis on voit que ça fonctionne. Donc ça peut apporter d'autres options dans le travail du futur en tant que tel. Oui, par exemple, s'il y a des personnes qui veulent le garder 1 ou 2 journées par semaine, ça peut être aussi intéressant. Exactement. En fait, ça permet aussi aux compagnies qui étaient contre de voir que c'est possible, que ça se fait. Mais oui, c'est vraiment ça en fait, je suis tout à fait d'accord. C'est ça. Stéphane Laurin de TKNL. Quelle est, la première chose que vous allez faire quand vous serez plus en confinement? Oh, ça, c'est une bonne question. Courage. Ça, c'est une excellente question. Techniquement, je le suis plus parce que moi, j'habite à l'extérieur de Montréal, mais je pense que euh, sur une base personnelle, là, pas reliée au travail, mais voir mes amis, même avec une bonne distance, là, mais évidemment à l'extérieur, mais des amis et de la famille qui nous manquent. Donc, je pense que ça va être ça la priorité évidemment pas des gros rassemblements, mais de juste voir des gens, même si on peut pas être en contact de proximité. Je pense que ça va faire beaucoup de bien. Puis évidemment, les gens au bureau, je veux dire, dans les équipes, y a des gens qui sont quand même plus à l'aise avec cette distanciation-là. Puis il y a d'autres personnes qui sont des bébites sociales là, qui ont besoin plus du contact. J'ai certains membres dans l'équipe, évidemment, qui ont juste très, très hâte de revoir les collègues au bureau. Euh, et puis je pense que ces gens-là vont être là le lundi matin, le 25, première heure au bureau. Mais pour ma part, donc, à tout le moins, j'ai quand même hâte évidemment qu'on revoie les équipes, ça va faire du bien. Mais les amis et la famille encore plus parce que ça fait un petit moment là, dans certains cas qu'on s'est pas vu. Ouais. Ouais, tout le monde a un petit peu cette réponse-là de Mm. surtout voir les amis, des personnes, qui nous sont chères, qu'on a vues qu'en virtuel jusqu'à présent depuis quelques semaines. Effectivement. Et enfin, on a beaucoup parlé, de l'importance de la résilience, de la solidarité. Même on voit qu'il y a beaucoup de solidarité, que ce soit en termes d'achat local, de solidarité sociale et cetera. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va rester de ça, après, on va dire, ce confinement, cette crise et cetera? Ben effectivement, j'ai l'impression qu'il va y avoir, je l'espère en fait, plus que j'ai l'impression, j'espère qu'il va y avoir plus que les gens vont être portés à plus favoriser les produits locaux, les entreprises locales lorsque ce sera possible. Phénomène d'entraide aussi, je pense que dans l'univers, euh, dans notre univers, il y a eu beaucoup de consolidation, pas de consolidation, mais de rassemblement de gens d'industrie qui avant peut-être se percevaient plus comme des compétiteurs, puis que maintenant ils se voient comme des collaborateurs. Tu sais, donc il y a une espèce de phénomène comme ça un peu qu'on peut très très bien sentir. Sur le long terme, tout ce que j'espère, c'est que il y a une multitude de choses très difficiles dans cette crise-là. Puis il y a certains points qui sont très positifs qui ressortent de cette crise-là aussi. Tout ce que j'espère, c'est que le positif restera par la suite, tu sais, qu'on tombera pas dans l'oubli, puis bon, finalement, tout revient comme avant, puis ça serait le côté un peu plus triste si c'était le cas. Donc, mon souhait, c'est
qu'on puisse garder les choses plus positives de cette situation-là. Merci beaucoup Stéphane, pour toutes ces réponses. Ça me fait plaisir. Gonzalo Soldi de Up Studio. Et quelle est la première chose que tu vas faire quand on sera plus en confinement? Euh, Bonne question. Je le sais pas, j'ai l'impression. J'ai C'est sûr que je vais faire ça dépend de c'est quoi les règles du non-confinement. S'il faut au lieu de 2 mètres, c'est 1,5 m, ça ferait pas trop de changement. Mais j'ai l'impression qu'une des choses qui me manquent le plus, c'est les les rassemblements. Je suis quelqu'un qui fait énormément des soupers. Je reçois au moins une fois par semaine quelqu'un à souper et les week-ends, c'est souvent des barbecues. C'est une des choses qui me manque le plus. Donc, je suis pas mal certain que ça va être la première chose que je vais faire. Ça va être de faire un bon gros barbecue, espérant que ça soit encore l'été, qu'il fasse encore chaud euh, à ce moment-là, mais c'est une des choses qui me manque le plus. Quelles nouvelles habitudes tu as pris pendant le confinement que tu souhaites, garder par la suite, que ce soit personnel ou professionnel? Au niveau, en fait, personnel et professionnel, comme je disais, ça s'entrecoupe beaucoup. Et je pense que c'est cette ces mélanges de vie personnelle et professionnelle, c'est quelque chose qui me plaît. Moi, depuis le début du confinement, depuis le 15 mars, je suis à Wentworth Nord, à mon chalet. Et je suis allé une fois à Montréal. Et là, je retourne ce week-end parce que j'ai des documents à chercher pour mes impôts. Mais sinon, j'apprécie beaucoup être à l'extérieur de Montréal. Et les, quand j'y vais, on dirait que j'ai hâte d'aller voir des gens. Et je fais une tournée des balcons pour dire bonjour à quelques personnes. Puis on dirait que on, on apprécie la ville autrement. Et personnellement, je pense pas que je vais m'établir ici parce que c'est pas nécessairement les, c'est pas, j'ai pas envie de passer mon temps à distance, mais de pouvoir travailler à distance 3 ou 4 jours et travailler à Montréal 2 ou 3 jours selon les semaines, ça serait quelque chose que je vais probablement garder. De travailler différemment aussi, d'approcher les projets différemment, parce on se rend compte que les compagnies comme nous qui démarrent, on, on se fie beaucoup aux opportunités pour avancer, pour embaucher, pour grandir. Et on a eu plusieurs discussions avec plusieurs entrepreneurs. On se rend compte que de, établir les paramètres de succès d'une compagnie, comme le fait de grandir économiquement, c'est aussi négatif qu'établir que la relance est économique et non sociale. Donc, ce sur quoi on veut travailler surtout, c'est pas nécessairement sur avoir plus d'employés et plus de contrats, mais les meilleures conditions possibles et des contrats avec lesquels les employés sont plus motivés sont, et qui leur ressemblent aussi. On, dans notre 5 ans de parcours, on a fait des contrats qu'on n'aurait pas dû prendre, puis on les a pris pour des raisons nettement financières. Et finalement, ça a fait en sorte qu'on a engagé des gens, puis là, pour garder ces gens-là, on a pris d'autres contrats qu'on n'aimait pas trop. Mais ça fait comme une roue qui tourne. Et ce qui fait avancer cette roue-là, c'est que les, L'argent, les ouais. développements économiques. On nous parle des croissances, c'est beaucoup des incubateurs, puis l'objectif, c'est de doubler le chiffre d'affaires à chaque année. Et, et j'avoue que c'est pas complexe de doubler le chiffre d'affaires, mais c'est super complexe de le faire et de garder ces valeurs à la bonne place. Donc, pour moi, des bijoux que je sors de cette crise, c'est d'avoir une compagnie qu'on va peut-être être moins et il va y avoir plus des pigistes, mais j'ai l'impression que des, d'être plus près de nos valeurs est super important pour la suite. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, cette réflexion-là, je pense que c'est une réflexion que la plupart des entrepreneurs devraient avoir, mais c'est pas forcément évident, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que cette crise est un moment d'introspection. C'est peut-être parce que
je côtoie des entrepreneurs du même milieu, mais je te dirais que dans l'industrie du divertissement ou dans le milieu culturel ou dans l'industrie de la créativité numérique, la plupart d'entrepreneurs sont dans la même longueur d'onde. C'est peut-être un milieu privilégié dans lequel on, on, on a un rapport qui est beaucoup plus humain, mais j'ai l'impression il y a beaucoup d'éveil pendant cette crise. Ouais, c'est sûr, je suis bien d'accord. Et enfin, qu'est-ce que tu retires on en a parlé déjà au cours des 2 premiers interviews. Qu'est-ce que tu retires de l'importance de la résilience, de la solidarité, qui s'est créée pendant ce confinement, que ce soit en termes d'entreprise, en termes de social? Et surtout, est-ce que tu penses que ça va être maintenu après, le déconfinement, une fois que les choses seront redevenues un petit peu plus normales? Je pense que c'est la résilience ou je dirais même la bienveillance est la base d'une société en santé. Je sais pas si je le pense, je pense que l'être humain est un être qui est souvent égoïste, malheureusement, mais j'ai l'impression que si on veut avancer vers une société plus équitable, c'est la seule clé du succès. Donc, mon côté réaliste et terre à terre me dit qu'on va retourner exactement on va avoir un retour à la normale, à la malheureuse normale qu'on avait avant. Mon côté optimiste me dit, espère que on, on va garder cette résilience, on va garder cette bienveillance. Mais je pense que c'est un peu le rêve versus pas nécessairement la réalité, mais l'impression qu'on a de la société. J'espère que oui, parce que sincèrement, j'ai l'impression si on a appris quelque chose, c'est qu'on est, si on a appris quelque chose pendant cette crise, c'est qu'on est capable d'avoir moins et d'avoir mieux et d'avoir moins de relations, de meilleures relations, de travailler moins mais travailler mieux, d'avoir une moins grande équipe mais une équipe plus forte et, et ça peut amener à une belle société finalement, une société qui est plus équitable. Je pense que au niveau dans notre industrie, il y a beaucoup de projets à Montréal, au Québec, au Canada. Je penserai pas à Ouais. l'international pour tout de suite parce que ça va être en pause pour quelques temps pour ce qui est du monde physique. Mais si ces projets-là, si ces ressources-là sont bien réparties, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est une question de bien les distribuer. Et après ça, on peut faire le parallèle avec tout, avec l'économie, avec les aliments qu'on a à la planète, hein. J'ai l'impression qu'on n'a jamais eu dans l'histoire autant de ressources et certainement on n'a jamais eu autant de technologies, autant d'avancements et, et des problématiques auxquelles on fait face, c'est l'empathie et comment on partage, avec quelle bienveillance on partage nos connaissances, on partage nos ressources, on partage nos, nos, nos succès finalement. Ouais. Non, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, à méditer. Ouais, je pense qu'on retire beaucoup d'apprentissage de cette crise. J'espère qu'on sort plus mature et j'ai l'impression que beaucoup d'entrepreneurs vont vouloir sortir et avoir le contrat qu'on n'a pas pu avoir, être très agressif dans le développement d'affaires, ce qui est pas une mauvaise chose, mais il faut juste pas oublier euh, il va y avoir beaucoup de compagnies dans la même situation. Il y en a certains qui vont probablement profiter pour acheter d'autres compagnies qui sont en moins bonne situation et de profiter de cette réalité, mais je pense que l'empathie va être primordiale pour bien s'en sortir. Ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup Gonzalo pour ton intervention et puis à bientôt, j'espère. Ça fait plaisir. À très bientôt. Frédéric Ouattaré de chez Mazam. Quelles nouvelles pratiques, nouvelles habitudes tu as mis en place, pendant le confinement, que ce soit personnel et professionnel, que tu souhaites garder par la suite quand on sera déconfiné? Nouvelles habitudes, beh, je dirais peut-être au niveau du
l'achat local, puis de ce que je consomme. J'avais déjà une prise de conscience sociale, locale, environnementale, mais là, je te dirais que ça l'a vraiment accentué et ça me donne plus envie de partir dans cette voie parce que je me rends compte que quand tout va mal, ben, c'est le local qui nous fait survivre, là. Euh, donc je te dirais que non, je vais continuer dans cette voie-là locale, environnementale en tant que telle. OK. Puis, Et enfin, on a déjà parlé de résilience et de solidarité au cours des 2 précédents, épisodes. ouais. Et toi, qu'est-ce que tu en retires, de l'importance de la résilience et de la solidarité? Et est-ce que tu penses que tout ce qu'on a vu qui s'est mis en place, est-ce que tu penses que ça va, continuer, que ça va être maintenu? Je sais pas si ça va être maintenu. Je te dirais que l'être humain a tendance à rapidement oublier les choses et retourner à ses mauvaises habitudes. Ça, c'est mon petit côté pessimiste. Mais j'espère, j'espère du fond du cœur que ça va être, que ces initiatives vont rester, parce qu'on ne sait pas vraiment ça va être quoi la suite. Je pense qu'on s'apprête à vivre une crise économique assez, on le vit déjà, mais je pense que le coût, on va vraiment le sentir plus tard parce que il y a beaucoup d'argent qui est injecté. Puis c'est super pour sauver les emplois, pour vraiment que les personnes qui sont dans le besoin à cause de cette crise, notamment au milieu des arts ou des choses comme ça, c'est une catastrophe, puissent survivre. Mais tu sais, j'ai le sentiment, et j'en suis assez persuadé, qu'on va y avoir un contre-coup à ça et qu'il va falloir rembourser, qu'il y a des jobs qui vont pas être recréés avant très très longtemps, donc surtout au niveau de la culture. Euh, donc, je pense qu'il faut continuer, on va continuer dans cette solidarité, on va continuer dans vraiment, encore une fois, on parlait du local, euh, parce que le Covid déclenche quelque chose qui va se poursuivre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ouais, je suis bien d'accord. Et enfin, dernière question, cette fois-ci c'est la dernière. Qu'est-ce que tu retires de ta capacité à t'adapter et à la capacité de ton entourage à s'adapter? Je me trouve, personnellement, je me trouve très fort et je trouve mon entourage très fort aussi. On m'aurait dit il y a 3 mois, tu peux tenir 2 mois à la maison en télétravail sans virer fou. Euh, j'y aurais pas cru. Puis finalement, on y arrive. Puis il y a on trouve plein de belles solutions aussi. Donc, je suis impressionné par la capacité de l'être humain à s'adapter, justement. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on retire beaucoup, je trouve, c'est le fait que tout ce qu'on pensait impossible jusqu'à maintenant, on l'a fait en quelques jours. Ah, tout à fait. Et puis au niveau professionnel, c'est pareil. Toutes les entreprises que tu interviews, puis même d'autres innovations que je vois à Montréal, les gens sont créatifs. C'est impressionnant, quoi. C'est cette capacité à se réinventer en l'espace d'une semaine. Moi, je sais pas, ça m'impressionne, ça m'impressionne. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord, il y a beaucoup de choses vraiment surprenantes, mais de manière positive, quoi, au bon sens du terme, Exact. qui sont mises en place. Donc il y a vraiment beaucoup d'aspects positifs à cette crise aussi. Ouais, c'est sûr. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Frédéric, pour, toutes ces réponses Et bienvenue. et à Merci à bientôt, toi. j'espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à Léa, Camille et Anaïs de m'avoir permis cette collaboration avec la piscine. Retrouvez Montréal Boulevard sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Si cet épisode vous a plu, allez mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur votre application de podcast préférée. Ça me fait très plaisir.